Bonjour, nous allons commencer cette séance du Centre d'Alembert. Cette année, le thème choisi par le Centre d'Alembert concerne le lien avec le changement climatique, les alertes environnementales et les implications sur notre façon de faire de la recherche et sur les thèmes de recherche. Donc, lors des deux premières séances, on s'est surtout intéressé aux changements de pratique dans les recherches, suivant les disciplines. Et aujourd'hui, dans cette troisième séance, on va s'intéresser à la fois aux changements de pratique dans les recherches, mais aussi aux changements de thèmes de recherche. Donc, pour aborder le premier point, les changements de méthode et de pratique de recherche, nous recevons François Cluzel, qui est de Centrale Supélec, qui travaille dans un laboratoire de génie industriel. Et puis, dans un second temps, c'est Steve Agimon, qui est historien, qui interviendra pour nous parler des changements de thèmes de recherche. Les interventions durent environ 30 minutes. Et puis, suite à ces deux interventions, il y aura une discussion à la fois avec vous dans la salle et puis avec les personnes en ligne qui peuvent poser leurs questions via le chat. Voilà, donc merci. Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis ravi d'intervenir ici. Donc, il me semble que vous m'aviez contacté sur la base d'une publication que j'ai faite il y a quelques années où on avait tenté de quantifier un petit peu l'impact environnemental de nos déplacements en conférence. Alors, il y a eu des travaux beaucoup plus ambitieux, je pense. Depuis, néanmoins, j'ai choisi de garder cette base parce que c'est aussi finalement à l'échelle de mon laboratoire, donc laboratoire de génie industriel de Centrale Supélec, c'est finalement ce qui nous a permis de mettre le pied à l'étrier un peu dans cette démarche. Et puis après, je vais essayer d'élargir dans un second temps beaucoup plus largement à d'autres niveaux, d'autres initiatives auxquelles je peux participer ou qui m'intéressent pour essayer de dresser un peu un panorama de ce qu'on peut faire aujourd'hui. Alors, le chercheur en tant qu'individu, mais également qui s'insère dans de multiples collectifs, à mon sens, et comment on peut essayer peu à peu et assez rapidement de minimiser l'impact environnemental de tout ça. Donc moi, je suis effectivement maître de conférence au laboratoire génie industriel de Centrale Supélec, et notamment dans une équipe d'ingénierie de la conception. Donc on travaille sur tout ce qui est nos objets d'étude, finalement, ce sont les entreprises, les organisations, leurs processus, leurs outils et leurs méthodes pour concevoir des produits. Et moi, je le fais notamment par le prisme de l'économie circulaire, donc comment globalement on peut circulariser au maximum tous les flux de matière et d'énergie mis en jeu dans toute démarche industrielle, et donc globalement comment on peut minimiser cet impact environnemental. Ce qui explique aussi, je pense, mon appétence pour ces sujets. Alors quelques premiers résultats qu'on avait pu noter, donc c'est une publication de 2019 que j'ai fait avec deux collègues, Fleur Vallée et Yann Leroy, en collaboration avec une start-up qui était venue nous démarcher en fait, qui comme beaucoup d'organismes aujourd'hui, je pense, tente d'aller automatiser un petit peu toute la captation de données pour quantifier l'impact environnemental de toute activité d'entreprise ou autre. Alors là, c'était sur un laboratoire, mais on avait collaboré avec cette start-up qui démarrait son activité. Alors on s'était intéressé à l'époque un petit peu à ce qu'il y avait déjà dans la littérature par rapport à l'impact environnemental du chercheur. On avait trouvé quelques études assez intéressantes, hein, c'est loin d'être exhaustif ici, mais par exemple sur l'activité d'un doctorant en Belgique, avec une empreinte carbone qui est principalement dominée par les transports, puis le reste c'est de l'internet, des impressions, de l'alimentation par exemple, ou l'impact d'une conférence avec ici est probablement lié à des déplacements en avion, un transport qui est totalement dominant par rapport à de la nourriture ou du logement qui sont quasiment négligeables. Et puis quelques autres études sur les émissions des voyages en avion dans une grande université au Canada, avec un lien quand même avec le fait que finalement plus on est payé, plus on émet, plus on se déplace. Et puis qu'on travaille dans le secteur de la durabilité ou non, finalement ça changeait pas grand-chose selon cette étude. Et puis une dernière étude qui soulignait l'importance des voyages académiques pour la carrière des chercheurs, je pourrais y revenir, mais face aussi on a mis un engagement institutionnel dans la durabilité, c'est quelque part un peu une pression ou une volonté aussi des établissements de diminuer leur empreinte peu à peu. Alors par rapport à ça,
on pouvait se poser quelques questions. Hein. On voit que ces études étaient encore rares à cette époque, mais ça a pas mal progressé depuis. L'échelle d'un laboratoire était assez peu abordée dans la littérature, qui nous semble quand même intéressant parce que c'est finalement principalement à cette échelle-là, je pense que tout chercheur, on est principalement impliqué. On s'aperçoit ici que le focus sur les vols en avion est quand même prédominant et peut-être qu'il suffit de monitorer ça pour monitorer une activité. C'est une question qu'on peut aussi se poser. Alors nous, on avait fait une petite étude. On avait évalué les émissions de gaz à effet de serre des missions sur un scope assez restreint. Donc c'est une étude qui est pas particulièrement ambitieuse, mais qui nous permettait un petit peu de mettre le pied dedans et puis de voir un petit peu les rapports de force en présence, on va dire, en fonction des différents postes. Donc on avait demandé à un certain nombre de chercheurs volontaires dans notre laboratoire sur 3 mois, entre juillet et septembre 2019, quelque part de reporter ou rapporter toutes leurs dépenses liées à des déplacements en conférence typiquement, donc les transports, les logements, les repas en particulier. Et on avait évalué le coût et l'impact en équivalent CO2 de tout ça. Donc 20 chercheurs volontaires, mais finalement seulement 9 avaient répondu, et puis on en avait exploité 6 ou 7 à la fin, avec cet outil donc fourni par cette start-up Budget Our Planet. C'était de l'autodéclaration, mais avec la volonté de ce partenaire d'aller vers l'automatisation à terme. Alors qu'est-ce qu'on avait relevé? C'était des choses comme ça, donc 3 postes d'impact qu'on avait observés, hein, les voyages, le logement et les repas. Ce qu'on voyait, c'était une décorrélation totale entre le coût et l'impact. Hein. Le logement, ça coûte très cher, mais ça impacte très peu. Et puis les voyages, ça impacte beaucoup. Alors là, c'était principalement une conférence aux Pays-Bas. Donc tout le monde est allé en TGV. Donc ça finalement, on avait un bilan qui était relativement limité. Mais cette conférence qui a lieu tous les 2 ans, elle a lieu parfois à d'autres endroits, donc on a été amené dans le passé à se déplacer aussi à des endroits beaucoup plus lointains, donc on voit que c'est extrêmement dépendant bien sûr. Puis les repas qui émettent pas énormément également, mais qui sont, on le verra, relativement dépendants des choix personnels bien sûr du chercheur. Alors on avait quand même un participant qui était allé à une conférence aux États-Unis. Alors il avait voyagé en avion, mais il était basé déjà aux États-Unis, donc c'était un voyage intérieur aux États-Unis, mais on voit que rien que ça, par rapport au TGV, on avait multiplié par 30 les émissions. Donc c'est pas révolutionnaire, hein. Ici on les connaît ces ordres de grandeur, mais ça nous avait permis au sein du laboratoire vraiment d'en prendre conscience. Voilà. Et un autre résultat, donc si on se focalise uniquement sur la conférence qui avait lieu aux Pays-Bas, donc on avait regardé un petit peu ici, le fait par exemple de partager une chambre, forcément ça diminue l'impact carbone. Mais qu'est-ce qu'on peut également remarquer, c'est le très faible impact du train, mais ça également c'est pas une nouveauté, et puis les régimes alimentaires. Mais finalement ce qui nous intéressait plus sur cette petite étude, c'était ce qu'on pouvait en tirer et comment on pouvait à partir de ça embrayer sur des actions au niveau d'un laboratoire. Donc, et on est toujours en fait dans cette réflexion, mais l'idée principale qui sortait, c'était de dire, partant de ça, il faut probablement développer un espèce de code de bonne pratique pour les missions, où on peut fournir des clés aux chercheurs pour évaluer un compromis entre la valeur du déplacement et l'impact de ce déplacement, hein. Alors que ça peut être au niveau du chercheur, au niveau du laboratoire ou de l'établissement. Il y a un certain nombre de considérations aujourd'hui qui sont partagées un peu dans le monde entier, hein, mais on peut aller vers des stratégies de compensation carbone systématique à partir du moment où on considère que le déplacement est essentiel, autrement la compensation n'a pas vraiment de sens. On peut définir des limitations de déplacement, là c'est un petit peu plus violent peut-être dans le changement de pratique avec des quotas d'émissions. Alors sélectionner des conférences éco-responsables, encore faut-il savoir ce qu'est une conférence éco-responsable. Si elle est éco-responsable mais à l'autre bout du monde, ça résout pas grand-chose, à mon sens. Privilégier les réunions virtuelles, mais je pense ça c'était avant le Covid, hein. Donc on s'est tous aperçus aussi que les conférences virtuelles, ça fonctionne, mais c'est quand même beaucoup moins intéressant, je pense, ou du moins d'un point de vue de relations humaines ou de réseau, ce qui est, on pourrait y revenir, qui est un point assez important. Et puis, on avait noté quelques incohérences aussi par rapport, par exemple, à la politique voyage de notre établissement. C'est-à-dire que l'établissement, pour des raisons budgétaires, va nous proposer uniquement des hôtels qui sont extrêmement loin du site de conférence, qui nécessitent tous les jours des transports non négligeables, et ça rentre quand même complètement en contradiction avec le fait d'émettre moins. Donc on avait des phénomènes comme ça, qui nous poussent à dire qu'il faudrait peut-être aussi revoir plus profondément ces politiques voyage. Les autres réflexions qu'on pouvait avoir derrière, et d'autres s'en sont emparées par ailleurs, c'est finalement quel est le lien entre, on va dire, la productivité et la visibilité du chercheur
par rapport à ces déplacements-là, en quoi il y a un lien, une corrélation ou pas. Et bien sûr, la question de la liberté académique, à mon sens, qui est primordiale ici, je pense que j'y reviendrai aussi, c'est le fait de dire que finalement, on peut aujourd'hui, à mon sens, difficilement influer sur les thèmes et les choix que vont faire les chercheurs. C'est quand même quelque chose d'assez touchy, il me semble, mais je pense qu'il y a largement matière à en discuter. Alors depuis ou conjointement, il s'est passé beaucoup de choses, et là je voudrais notamment saluer le travail de l'APO 1.5. Alors j'en fais pas partie, mais je trouve qu'ils font un travail formidable sur tous les aspects et tous les champs de réflexion, à la fois sur l'impact direct de l'activité de la recherche, je le montrerai aussi, mais également sur des réflexions plus liées aux conséquences de cette recherche ou l'orientation des thèmes. Alors là, j'ai mis en évidence une publication qu'ils ont fait en 2022 qui est assez intéressant et qui montrait que finalement voyager en avion, c'est un moyen pour les scientifiques en début de carrière d'obtenir de la visibilité scientifique et pour les scientifiques seniors de maintenir cette visibilité. Donc ça, il me semble que c'est relativement important et quelque part, il faut trouver un compromis acceptable qui est probablement dur à trouver, mais en tant que jeune chercheur, il y a quelque part un besoin et c'est normal de se déplacer pour se faire connaître, pour connaître les gens. Et après, voilà, une nécessité peut-être de maintenir cette visibilité. Quoiqu'il y avait d'autres articles aussi qui montraient que probablement c'était peut-être moins important pour des chercheurs seniors de se déplacer, et pourtant c'est eux qui se déplacent probablement plus aujourd'hui. Par ailleurs, dans l'actualité récente, on a également le bilan de gaz à effet de serre du CNRS, qui est assez intéressant à mon sens, parce que, alors moi je suis pas du tout affilié CNRS, mais je pense que c'est assez représentatif de la recherche, qui estime à près de 14 tonnes équivalent carbone par an l'impact d'un agent du CNRS, là où, il me semble que c'est uniquement sur le scope des activités du CNRS, et ça inclut pas la partie vie privée de ces chercheurs, là où les accords de Paris, si on veut maintenir le réchauffement climatique en deçà de 2 degrés, il faudrait qu'on atteigne tous 2 tonnes par personne. Donc on voit aussi cette nécessité d'agir. Alors, partant de ces constats, de ces premiers travaux qu'on avait initiés dans le laboratoire et de ces travaux assez intéressants qui ont eu lieu depuis, je me suis posé la question finalement, j'agis aussi également à d'autres niveaux dans mon établissement, je vais vous le montrer, mais il me semble que c'est intéressant de le formaliser, c'est-à-dire que le chercheur aujourd'hui, là je vous ai montré l'exemple d'une conférence. Donc le chercheur, il participe à des conférences qui peuvent être nationales, qui peuvent être internationales, mais il fait également partie d'un laboratoire. Dans ce laboratoire aussi, il se passe un certain nombre de choses. Ce laboratoire se positionne dans un, voire plusieurs établissements parfois, qui ont une ou plusieurs tutelles. Et puis le chercheur lui-même mène et probablement plusieurs projets de recherche qui peuvent être de nature très diverse, en collaboration nationale ou internationale. Et il participe à des réseaux ou sociétés savantes. Et souvent aussi, c'est un enseignant-chercheur, donc il a ce lien avec l'enseignement. Et plus globalement, il s'insère dans une société nationale ou internationale, enfin une société au sens de la société civile. Et donc, il me semble qu'il y a un certain nombre d'initiatives, de moyens d'appréhender et d'agir, d'appréhender l'impact et d'agir sur toutes ces sphères-là, mais qui sont souvent un peu décorrélées. Et je vais essayer de vous montrer en fait ce qui peut se faire sur certaines de ces sphères ici, et les questionnements que ça m'amène, les difficultés que j'ai pu rencontrer pour alimenter la discussion par ailleurs. Alors si je l'applique à mon cas, ça donne quelque chose comme ça. Donc je suis dans le laboratoire de génie industriel qui fait partie de Centrale Supélec, qui fait partie de l'université Paris-Saclay, qui est sous tutelle non pas de un mais de 2 ministères, Centrale Supélec. Je participe à des réseaux, un réseau national par exemple en éco-conception, une société savante qui s'appelle la Design Society en sciences de la conception, qui organise elle-même une conférence qui était celle qu'on a monitorée aux Pays-Bas, mais qui a lieu cette année par chance à Bordeaux. Je fais différents projets de recherche qui peuvent être des gros projets type ANR, un projet ANR qui démarre là, ou un projet européen Erasmus+, avec donc des partenaires très internationaux, ou des projets plus réduits comme une thèse CIFRE avec ici c'est une grosse start-up industrielle par exemple. Donc voilà un petit peu comment, et puis le lien avec l'enseignement bien sûr, donc comment ça peut s'incarner me concernant. Et du coup, si j'essaye de vous montrer un petit peu ce qui peut être mené aujourd'hui sur différentes de ces sphères, ça donne des choses comme ça. Donc, au niveau de l'établissement, j'ai participé
et je poursuis actuellement ces travaux. Donc on a réalisé en 2019 le premier bilan carbone de centrale Supélec. Avec ces résultats-là, hein, alors ici on est à 3,7 tonnes d'équivalent CO2 par salarié, les étudiants un petit peu moins. Alors on voit que c'est des chiffres très différents du CNRS, probablement que le scope est différent, il faudrait regarder, mais c'est probablement pas comparable. Et peut-être qu'il manque des données aussi dans cette première édition du bilan carbone, mais ce qu'on voit, c'est un petit peu le partage des gros postes d'impact. Donc on voit que les achats, alors les achats c'est un peu fourre-tout, hein, c'est tout ce que l'école va acheter, de la prestation intellectuelle au buffet jusqu'à du matériel. Donc c'est le plus gros poste d'impact, suivi des déplacements. Alors ces déplacements, c'est intéressant de regarder comment ça se manifeste, enfin comment ça s'incarne pour une école d'ingénieurs comme la nôtre. C'est à peu près un tiers de déplacements domicile-travail. Donc une forte dominance de la voiture hein, dans ces déplacements, avec une situation sur le plateau de Saclay sans véritable solution de transport réellement acceptable aujourd'hui. Les deux autres tiers, c'est à peu près de manière égale les déplacements des étudiants à l'international dans le cadre de leur cursus. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut questionner aussi. Et le dernier tiers, c'est bien sûr le déplacement des personnels, et en particulier des chercheurs, également souvent à l'international. Et puis les deux autres gros postes d'impact qu'on va évoquer, c'est le matériel informatique en particulier, et l'énergie. Alors on a la chance, nous, d'être dans des bâtiments très neufs, sauf un qui est une vraie passoire énergétique qui va être rénovée dans les prochaines années. Mais voilà. Par rapport à ça, du coup, on en a découlé, et c'est un travail qui est toujours en cours. On est en train de mener un travail sur la première feuille de route climat de Centrale Supélec, qui est en cours de validation. Donc c'est un travail de longue haleine, ça a pris du temps. Pour ça, on a mené des ateliers de réflexion regroupant une trentaine de représentants de toutes les catégories d'usagers de l'école, donc des étudiants jusqu'aux enseignants-chercheurs, à peu près tous les services, etc. On a ensuite consulté un grand nombre de parties prenantes au-delà des participants aux ateliers, incluant les syndicats, les anciens de l'école, les associations étudiantes, l'université Paris-Saclay, etc. Et ce qui nous a permis d'aboutir à une proposition de 10 engagements pour se mettre sur la trajectoire de la stratégie nationale bas carbone française. Donc typiquement, à un horizon de 5 ans, ça peut donner des choses comme ça, donc la rénovation des bâtiments, le fait de revisiter la politique achat pour y inclure beaucoup plus de durabilité, privilégier les déplacements en train en essayant d'aller au-delà des préconisations en vigueur sur le fait de privilégier le train à l'avion quand c'est des déplacements de 3 heures. On peut bouger un petit peu la durée pour aller un petit peu plus loin. Mais également l'optimisation des consommations des bâtiments. Alors ça doit être des bâtiments neufs, on sait qu'il y a encore matière à optimiser les consommations. Le fait de décliner en fait pour chaque service ou chaque laboratoire ce travail sur les bilans carbone et les plans d'action qui en découlent. Et puis après, à 5 ans, c'est beaucoup plus des réflexions à long terme sur lesquelles on n'a pas les réponses aujourd'hui, mais on sait qu'il faut fortement agir dessus pour aller vers un plan climat ambitieux hein, qui permette, on parle aujourd'hui maintenant de diminuer de 55% les émissions d'ici 2030, et de plus de 80% en 2050. Donc c'est quand même quelque chose d'assez conséquent. Et donc là, ça nécessite d'aller collectivement réfléchir à la mobilité internationale des étudiants. Est-ce qu'on coupe tout? Est-ce qu'on autorise tout? Probablement que la réponse est entre les deux, mais de manière raisonnée. Pareil pour les chercheurs. La question du numérique qui est loin d'être négligeable. Et puis, au-delà de ça, c'est comment on embarque tout le monde dans la démarche. Comment on fait adhérer et comment on sensibilise toutes les personnes de l'établissement. Et enfin, alors j'ai mis prospective, formation et recherche, mais là c'est beaucoup plus réfléchir au rôle des gens qu'on forme ou de la recherche qu'on fait dans quelques décennies. Quelle valeur on veut lui donner, quel rôle nos étudiants doivent avoir dans la société. Et ça finalement, ça rejoint, entre-temps est arrivé ici, on est fin 2022, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche qui indique que tous les établissements devront de toute façon faire un travail similaire dans les prochaines années. Donc quantifier leur impact et puis établir un plan un plan d'action, un plan climat. Ça c'était au niveau de l'établissement, ce dans quoi j'ai pu être impliqué. Au niveau du laboratoire, on a fait une démarche un peu similaire. Donc là, on s'est appuyé sur l'outil Labo 1.5, GES 1.5, qui est un outil qui permet au laboratoire de quantifier de manière relativement simple leurs émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est, on va dire, un scope un peu plus restreint qu'un bilan carbone certifié comme celui de l'école, mais c'est déjà largement suffisant à mon sens pour prendre conscience de l'impact et piloter un certain nombre d'actions.
Donc c'est les principaux postes d'un laboratoire qui sont modélisés. Alors nous, on est un laboratoire, on va dire, un peu particulier, dans le sens où on n'a pas d'équipement, de dispositifs expérimentaux, etc. C'est principalement des bureaux et des ordinateurs. Donc ça peut donner quelque chose comme ça. Alors on l'a fait en 2019 et 2021. Pourquoi? Parce que 2021, c'était la dernière année en date complète, et 2019, c'était la dernière année sans Covid. Et 2021 nous semblait pas vraiment représentatif de ce qu'on peut mener. Mais finalement, on obtient des choses comme ça. Donc on voit quand même une grosse baisse d'émissions en 2021, parce qu'on se déplace beaucoup moins, parce que probablement aussi beaucoup plus de télétravail, beaucoup moins d'achats, des choses comme ça. Et les gros postes d'impact, on les voit aussi, hein, c'est une grande dominance du déplacement de domicile-travail chez nous. Alors, avec quelques bémols, hein, c'est qu'on sait très bien qu'on n'a pas réussi à capter tous les déplacements des chercheurs. Ça, c'est quelque chose sur lequel il faut qu'on progresse. Et puis les achats, alors pareil, les achats, ça peut aller du buffet jusqu'à la correction d'un article scientifique pour une relecture de l'anglais, des choses comme ça. Donc ça peut être des choses très très diverses. Mais voilà, en tout cas, on a cette photographie du laboratoire, de notre laboratoire, et l'idée c'est maintenant de passer à l'action, et on est en plein dans cette réflexion-là, donc de constituer un groupe de travail pour aboutir à un plan d'action, et essayer que ce plan d'action il soit bien sûr en accord avec le plan climat de l'école que j'ai évoqué juste avant, et peut-être qu'il aille plus loin que le plan climat sur certaines actions. Mais au niveau du laboratoire, donc ça c'est vraiment quantifier l'impact direct de notre recherche. Un autre travail qui a été mené, et plus globalement au niveau de l'établissement, en lien notamment avec mon collègue Pascal Dacosta, qui est référent développement durable de l'établissement, mais du coup là je vous montre la déclinaison au niveau du laboratoire, c'est dire on va aussi cartographier tout ce qu'on produit en termes de recherche. On va cartographier les effets bénéfiques qu'on peut revendiquer, on va dire, sur les objectifs de développement durable de l'ONU. Donc c'est ces objectifs, 17 objectifs de développement durable qui apparaissent ici. C'est l'agenda 2030 des Nations Unies pour tendre vers un développement plus durable ou plus soutenable. Donc comment on procède là-dessus, c'est qu'on va regarder l'ensemble des publications scientifiques des membres du laboratoire, plus quelques projets en cours sur lesquels il n'y a pas forcément de publication, et on va aller connecter ces publications avec un ou plusieurs objectifs de développement durable pour voir à quoi on contribue. Et puis on essaye bien sûr de le faire de manière rigoureuse, donc sur chacun des objectifs qui est coloré ici, c'est ceux qu'on pense viser, et pour ça on estime qu'on a plusieurs publications scientifiques qui le touchent de manière directe et qui contribuent de manière directe. Donc on voit quelques-uns qui sont liés vraiment à notre activité. Hein. Quand je parlais d'économie circulaire tout à l'heure, typiquement l'objectif 12, consommation et production responsable, on est en plein dedans. Donc c'est une grosse activité de mon équipe au sein du laboratoire, donc c'est logique qu'on y contribue, tout comme certains autres ici. Donc finalement, l'objectif de cette démarche, c'est aussi de mettre en regard de l'impact direct qu'on peut avoir, l'impact des conséquences de notre recherche. Ça, à mon sens, est beaucoup plus compliqué à appréhender, et beaucoup de gens y réfléchissent aujourd'hui, mais c'est quelque chose qui est vraiment compliqué. Et là, je dirais qu'une des grosses problématiques, c'est à ce stade, pour l'instant, c'est des choses, des connexions qu'on fait de manière, on va dire, intellectuelle, et on ne revendique que les impacts positifs. Aujourd'hui, on ne revendique pas les impacts négatifs qu'on pourrait avoir, peut-être augmenter l'un en dégradant l'autre, ou voir peut-être certains programmes de recherche qui contribuent à rien du tout et qui dégradent certaines choses. Donc ça, c'est quelque chose qui m'interroge aussi. Une autre sphère, comme je les appelle ici, qui m'intéresse pas mal également, c'est le niveau de la société savante. Donc, on va dire une communauté de chercheurs au niveau international qui sont regroupés autour d'une thématique et qui se réunissent régulièrement ou collaborent de différentes manières. Et là, je contribue à une société qui s'appelle la Design Society, qui est une société de référence dans mon domaine des sciences de la conception. Et on m'a proposé de piloter un groupe de travail, un comité qui s'appelle Sustainability Code of Conduct. Et en fait, j'aime bien la manière dont ils ont défini cette feuille de mission, c'est pour ça que je voulais la partager ici. Finalement, la mission qui demande à ce petit groupe de travail, c'est définir comment cette société savante devrait promouvoir des comportements, une recherche, des enseignements, une communication soutenable à propos des sciences de la conception. Et un petit peu plus en détail, c'est comment promouvoir activement la soutenabilité au travers de nos activités en tant que société savante, à la fois en respect des sciences de la conception et de la manière dont nous menons nos activités, donc en particulier aussi l'impact direct qu'on peut avoir sur des déplacements, mais également l'inclusion de la soutenabilité dans nos travaux, les conférences, etc. Et là, il me semble que c'est un niveau de réflexion assez intéressant parce que
on n'est pas du tout au même niveau que le laboratoire ou l'université, dans le sens où, au niveau du laboratoire, collectivement ou avec l'accord d'un comité de direction du labo, d'un conseil de laboratoire, du directeur du labo, etc., on peut choisir de mettre en œuvre des choses. Ici, on est à un niveau où on réunit des chercheurs de plein d'universités différentes dans le monde entier, et on n'a pas du tout le même degré de liberté. C'est-à-dire qu'on ne peut pas obliger un chercheur, c'est peut-être déjà délicat au niveau du laboratoire, mais on ne peut pas obliger un chercheur d'une société savante à suivre le code de conduite de cette société. Ça me semble déjà un petit peu plus délicat. Mais finalement, quelles sont les actions qu'on peut imaginer dans ce cadre-là? Donc actuellement, on est en train de travailler là-dessus. C'est vraiment à court terme, et la conférence qui se prépare, organisée par Société cet été, c'est de communiquer le plus en amont possible, donc à partir de maintenant, sur l'impact environnemental des déplacements, pour guider les chercheurs qui vont participer à cette conférence à choisir le mode le plus adapté pour se déplacer, s'ils souhaitent se déplacer, et collecter un maximum de données pendant cette conférence qui nous permettront de mieux organiser les suivantes. Et c'est l'objectif plutôt à moyen terme ici, c'est inclure dans des clauses de soutenabilité dans les appels d'offres. C'est-à-dire que cette conférence a lieu tous les 2 ans, et il y a un appel d'offres qui est réalisé régulièrement auprès de tous les partenaires, les membres de cette société savante, pour savoir qui organisera la prochaine conférence. Et là, il me semble que c'est un moment assez clé pour dire, voilà, mais la prochaine conférence, il faudrait qu'elle aille beaucoup plus loin en termes de durabilité. Au niveau de la recherche et de l'enseignement, donc là, c'est voilà, comment on peut plutôt inspirer les membres de cette communauté pour faire évoluer leur recherche et leur enseignement. Donc déjà, on peut partager un certain nombre d'outils, de bonnes pratiques pour évaluer l'impact d'une recherche. Je vous montrerai après une proposition qui me semble intéressante, et promouvoir des recherches plus soutenables. Sur le côté recherche, et sur le côté enseignement, l'idée qui ressortait, c'était de mettre à disposition ce qu'on appelle les contenus de train the trainers, donc c'est former le formateur en fait, c'est-à-dire probablement mettre à disposition un certain nombre de ressources à destination des enseignants, c'est-à-dire que la plupart des chercheurs de cette communauté sont également des enseignants, pour qu'eux-mêmes fassent évoluer leurs enseignements. Il me semble que le partager à un niveau international, où il peut y avoir aussi des choses très intéressantes d'un pays à l'autre, des réflexions, des outils qui peuvent être un peu différents, me semble relativement intéressant. Et enfin, en termes de communication, c'est aussi essayer de mettre en avant ce qu'on fait. Donc, pareil, essayer de taguer un petit peu toutes les publications de cette communauté sur les objectifs de développement durable. Mais, alors ça, c'est juste du reporting, hein, c'est peut-être déjà intéressant en soi, mais derrière, ce qu'on peut imaginer, c'est d'identifier quels objectifs de développement durable, collectivement, dans cette société savante, on touche aujourd'hui, et lesquels on ne touche pas, et sur lesquels il serait intéressant de se positionner, et peut-être de stimuler ou de créer une émulation des chercheurs de cette communauté pour aller se positionner sur ces thèmes-là qui ne sont pas encore touchés par la communauté. Et je finirai par, je finirai par une dernière sphère qui m'intéresse. Alors là, c'est pas du tout des travaux que j'ai pu mener, mais c'est une approche que j'ai trouvée dans la littérature par des collègues de DTU au Danemark, donc l'Université technique du Danemark, qui me semble particulièrement intéressante parce qu'aujourd'hui, c'est un point sur lequel aujourd'hui, je pense qu'on bute encore un petit peu. C'est dire, on peut quantifier l'impact de notre activité, et donc éventuellement, pourquoi pas, l'impact d'un projet de recherche. Si on prend un gros projet européen avec des déplacements, des conférences, des achats, etc., on peut imaginer un bilan de gaz à effet de serre de ce projet si on le souhaite. Mais derrière, là où ça semble le plus intéressant de réfléchir, c'est quel peut être l'impact des résultats de cette recherche, les conséquences de cette recherche. Et donc, ces chercheurs ont proposé une approche qui est une première approche, probablement qu'il faudra aller beaucoup plus loin, mais qui me semble vraiment intéressante. Donc, le titre de l'article, hein, c'est d'évaluer les implications en durabilité des projets de recherche, toujours en utilisant ce référentiel des 17 objectifs de développement durable, qui aujourd'hui est clairement devenu une référence mondiale. Donc, ce qu'ils proposent, en fait, c'est une approche où ils disent on va prendre un projet de recherche, quel qu'il soit. Alors l'exemple qu'ils prenaient ici, ça me concerne particulièrement, c'est relativement dans mon domaine, c'était des travaux qu'ils ont en cours pour développer une base de données de centaines d'indicateurs de soutenabilité sur les piliers environnementaux, sociaux, économiques, et que des industriels vont pouvoir sélectionner en fonction de leurs besoins pour positionner leur activité et puis faire progresser leur activité industrielle. Et donc là, l'idée c'était de dire, si on met en place ça dans l'industrie, alors dans l'industrie de l'ameublement danoise, c'était l'exemple qu'ils prenaient ici, qu'est-ce qui va se passer en termes de conséquences? Donc l'idée c'est d'imaginer dans un premier temps, la première phase ici, l'application
que peut avoir, ou les applications que peut avoir ce projet de recherche, après d'avoir un travail assez fin de cadrage de ce que ça veut dire en termes de conséquences, et ce qui compare en fait, c'est si on ne met pas en place la proposition et si on la met en place, et ensuite, à partir de ça, de faire l'inventaire des effets qu'on peut imaginer de ces applications, et derrière d'aller connecter ces effets à un ou plusieurs objectifs de développement durable des Nations Unies. Et ça peut donner quelque chose comme ça sur leur projet, donc c'est de dire, si on le met en place dans l'industrie de l'ameublement, alors il y a plusieurs phases du cycle de vie, si j'arrive à avoir une souris, non je vais le montrer ici. On peut avoir différentes phases, donc la phase d'extraction des matières premières pour faire des meubles, ensuite la phase de production, et puis à chaque fois il y a différentes étapes industrielles dans ce processus. Après une phase d'utilisation des meubles, et une phase de fin de vie de ces meubles. Et finalement, ce qu'il montrait, c'est en mettant en place ce projet, on va avoir des effets positifs, voire très positifs sur certains des objectifs de développement durable, et des effets négatifs, voire très négatifs par moment, sur d'autres objectifs de développement durable. Donc ça sous-entend aussi quelque part une certaine honnêteté, je pense, des gens qui l'appliquent, notamment sur la partie impact négatif, mais c'est la première fois en tout cas que je vois des gens qui se positionnent, de manière qualitative pour le moment, mais sur cet impact négatif, et je trouve ça intéressant. Alors là, principalement, l'idée c'était de dire pas de dire qu'ils vont détruire la planète, mais que s'ils mettent en place cette approche dans l'industrie de l'ameublement, probablement que ça va léser certains industriels qui vont avoir moins d'activité, typiquement. Si on éco-conçoit un meuble, si on diminue l'impact environnemental d'une activité d'ameublement, on va utiliser moins de matière, moins de colle, moins de choses comme ça, donc il y a certains acteurs qui probablement seront un petit peu lésés dans l'histoire. Mais en tout cas, c'est une proposition que je trouve vraiment intéressante. Alors, j'ai pas couvert toutes les sphères ici, parce qu'il y en a certaines sur lesquelles je ne sais tout simplement pas quoi dire aujourd'hui, à l'échelle de la tutelle, par exemple, ou des choses comme ça. J'ai pas abordé le lien avec l'enseignement aussi, mais il me semble assez intéressant aussi. Mais ce que je voudrais mettre en avant pour finir cette présentation, je sais pas combien de temps il me reste. Très bien, c'est parfait. C'est finalement les difficultés aujourd'hui qu'on rencontre quand on fait ce travail sur ces différentes sphères, à mon sens. Alors la première qui, pour moi, est de loin non négligeable, c'est le temps disponible du chercheur. C'est-à-dire que tout ce que je vous montre ici, ou tout ce que je pense un certain nombre d'entre nous font sur ces actions-là, c'est très consommateur en temps. Et du coup, ça se fait aujourd'hui un petit peu, on va dire, au détriment d'autres activités d'enseignement, de recherche, même si on voit qu'il y a des liens quand même très forts avec la recherche. Il y a certains qui posent la question de la valorisation de ce temps-là, du coup, le fait que ce soit reconnu dans les missions. Alors j'ai vu une petite brève il n'y a pas longtemps assez intéressante de l'Institut de physique rattaché au CNRS, il me semble, où il commence à valoriser ce type de mission, en fait. Et le fait de dire que, typiquement, dans un dossier d'avancement, de carrière, de primes et autres, on peut commencer à valoriser ces choses-là. Donc ça me semble aller de pair, ces deux problématiques. Le problème de la visibilité du chercheur, on voit qu'elle est adressée dans différentes publications. On fait le lien maintenant entre les déplacements et la visibilité, mais on voit qu'ils sont encore toujours corrélés. Et quelque part, si on veut diminuer fortement l'impact environnemental du chercheur ou de la recherche, il me semble qu'il faut aborder beaucoup plus profondément cette question de la visibilité et faire en sorte que quelque part, cette visibilité elle puisse être décorrélée de l'impact du chercheur. Et ça, c'est une question relativement épineuse. Une question de l'accès aux données, sur laquelle on a pu buter par exemple dans mon laboratoire, c'est aujourd'hui, si on souhaite se connecter à la base de voyage de notre établissement, on n'en tire pas grand chose en termes de données. Alors tous les ans ça s'améliore un petit peu, donc si on part sur du déclaratif des gens, il n'y a pas énormément de gens qui répondent quand même. Donc finalement, par exemple sur le poste des déplacements, on sait très bien qu'il est totalement sous-évalué dans notre laboratoire. Du coup, ça me pose la question plutôt liée ici au niveau des établissements sur les différentes politiques. Alors je mets XX, ça peut être la politique voyage, la politique achat. Donc on sait qu'elles sont en train d'évoluer peu à peu, notamment les politiques achats. Je sais qu'il se passe des choses assez intéressantes à ce niveau-là. Mais voilà, je me demande si c'est probablement un gros levier possible sur lequel il me semble qu'il y a encore beaucoup de travail à faire pour mettre ces politiques totalement en adéquation avec la possibilité des chercheurs de vraiment diminuer leur impact. La question éventuellement des moyens, c'est-à-dire que tout ça, on le fait tous un petit peu en perruque de pas mal de choses, il peut y avoir une question qui se pose à un moment des moyens mis à disposition. Quand le ministère oblige tous les établissements à faire des bilans carbone, des plans climat, ça peut être une question qui se pose. Une autre question un peu plus intellectuelle ici, au niveau, c'est pour moi les degrés de liberté qu'on peut avoir
Finalement, moi je trouve que quand on fait ça à l'échelle d'un laboratoire, bon, collectivement, on peut peut-être quand même facilement se mettre d'accord et faire évoluer des choses. Au niveau d'un établissement, c'est déjà un petit peu plus compliqué parce qu'il y a beaucoup de monde. Donc, il faut réussir à quelque part à faire adhérer tout le monde à la démarche. Au niveau d'une société savante, encore une fois, c'est des gens d'universités très différentes, dans des endroits très différents, qui eux-mêmes probablement ont leur propre politique de labo, d'établissement, etc. Et donc, quel degré de liberté on a pour, par exemple, à ce niveau-là, faire bouger les gens? Ça, c'est une question que j'ai actuellement. Et puis, plus généralement, je viens de l'évoquer, c'est la question d'impliquer fortement le collectif. Et ça me semble aujourd'hui être encore... Enfin, je pense qu'il faut clairement progresser là-dessus. Et enfin, il me semble que j'ai 2 derniers problèmes que j'évoque ici, c'est cette question de l'impact négatif, je l'ai déjà soulevé, mais il me semble qu'aujourd'hui, on est plus dans une démarche d'évaluer les impacts positifs que négatifs. Alors, c'est déjà quelque chose d'intéressant, mais peut-être qu'il faudrait aller sur ces aspects-là. Et une question assez touchy, c'est faut-il ou non, à terme, tuer des thématiques de recherche? J'ai pas du tout la réponse, mais je trouve qu'il est quand même intéressant de l'aborder. Parce que si on s'aperçoit qu'il y a des thématiques qui n'ont que des impacts négatifs ou que la somme des impacts négatifs est beaucoup plus grande que celle des impacts positifs, les questions se posent à mon sens. Mais encore une fois, ici, on touche aussi à la liberté académique des chercheurs. Et enfin, une dernière problématique que je vois, c'est comment on rend tout ça compatible. Parce qu'on voit qu'il se passe plein de choses à plein de niveaux différents. Et quelque part, il faut réussir à rendre tout ça compatible ou à coordonner toutes ces activités. Et ça, c'est aussi quelque chose qui me questionne pas mal. Donc pour conclure, alors j'avais regardé, j'étais pas présent physiquement, j'avais regardé l'intervention d'Anne-Laure Ligoza le 13 février et j'avais noté quelques formulations qu'elle avait utilisées que je trouve très intéressantes. C'était outiller le débat d'un cadre méthodologique et mettre en balance l'ensemble des impacts négatifs et positifs d'une recherche. Donc pour moi, on est vraiment... je trouve que c'est tout à fait le cœur du problème actuellement. C'est là-dessus que j'essaye moi-même d'agir. Et si je devais donc peut-être donner 2 réflexions pour conclure, c'est voilà, vraiment, comme je viens de l'évoquer, comment concilier et coordonner toutes ces actions qui foisonnent. Hein. Aujourd'hui, c'est même dur, même dans un établissement comme le mien, qui est pas énorme, hein, c'est d'avoir une visibilité de tout ce qui se passe sur ces questions-là. Et pour aller encore plus loin, comment on peut coordonner tout ça de manière la plus efficace possible. Et la dernière question que je viens d'évoquer également, mais comment faire évoluer suffisamment rapidement les comportements? Parce que les faire évoluer, je pense qu'on y va peu à peu. Après, il y a quand même une question de le faire le plus rapidement possible. Hein. On voit quand même l'urgence climatique qu'il y a derrière. Alors les comportements, mais également les thèmes de recherche, et versus aussi cette notion primordiale hein, qui est la liberté académique à mon sens. Alors juste pour conclure, là c'est plus quelques perspectives, mais du coup dans quelques semaines on va communiquer la feuille de route climat de Centrale Cyplec. Donc s'il y en a qui sont intéressés pour faire des retours sur ce document, on est preneur. C'est une première version. On sait très bien qu'elle n'est pas parfaite et qu'elle sera amenée à évoluer dans les prochaines années, probablement de manière annuelle. Mais en tout cas, si certaines personnes dans l'auditoire sont intéressées, n'hésitez pas à revenir vers nous. Et enfin, j'en profite aussi, c'est un petit peu dans la même tendance, c'est que je participe actuellement au comité scientifique de l'exposition inaugurale du Lumen Learning Center, qui sera le gros centre d'apprentissage et qui regroupera les bibliothèques de l'Université Paris-Saclay. Et donc il y aura une expo inaugurale qui sera probablement fin 2023 ou début 2024. Donc je participe avec un petit comité de chercheurs de différentes disciplines, c'est vraiment passionnant. Et en fait, on amènera dans cette exposition les visiteurs à se questionner sur le rôle et le sens alors de l'innovation dans quelques décennies, mais du coup on posera pas mal la question aussi de comment on doit faire de la... Alors comment on va pas dire comment il faut faire de la recherche, mais comment on peut ou on pourrait faire évoluer la manière de faire la recherche aussi. Alors il y a 2 principaux horizons probablement qu'on mettra en avant, c'est 2050 et 2070, mais et probablement avec un ensemble de scénarios divers et variés, mais qui amèneront le visiteur à se questionner. Donc un petit peu en avance de phase, là j'annonce cette exposition qui devrait être assez intéressante, je pense. Merci beaucoup pour votre écoute et voilà, je pense que je vais laisser la parole au deuxième intervenant.